Selon la tradition qu'on a appris que les Indiens s'installaient et qu'ils vivaient de chasse et de pêche, j'imagine que les premiers Blancs qui sont venus ici ont dû suivre la coutume des Indiens pour la pêche. Moi, dans mon temps, il y avait 28 pêches. Le printemps, ben, il tendait la pêche. Mais pour tendre une pêche, ben, il fallait qu'il se prépare l'automne, qu'il coupe les piquets, les fascines, et tout préparer ça. Les fascines qui ont été coupées à l'automne sont classées par grosseur selon qu'elles servent dans l'aile ou le port de pêche. Des mains habiles réparent quelques accros faits lors de la dernière saison. Les piquets, le plus souvent de l'épinette, mesurent environ 14 pieds et ont été aiguisés avec une scie mécanique. On recouvre le bout de ceux-ci pour qu'il soit le plus sec possible au moment du cognage. Habituellement, le pêcheur utilisera les mêmes piquets pendant 3 ans. Au printemps, quand les glaces partaient, là, on allait tracer la pêche là, pour mettre ça pas mal à la même place par rapport que si le dessin de la pêche n'était pas correct, ben tu ne pouvais pas pêcher. Aussitôt la glace disparue, le pêcheur identifie l'emplacement de sa pêche. Il essaie de retrouver exactement les traces de l'année précédente. Le traçage est très important, car pour quelques degrés de différence, on peut noter que les résultats des prises de poissons changent. Pendant les jours qui suivent, le pêcheur prépare ses tracteurs, ses remorques ainsi que ses chalands. Comme l'eau est salée, celui-ci doit être beaucoup plus vigilant en ce qui concerne l'entretien. Quand on commençait les pêches, là, la mer a donné, on commençait au bout d'en bas parce que la mer ne baissait pas longtemps. Et on plantait des piquets au-dessus, puis après ça, il laissait des fascines d'ondes blanches au travers de ça pour pas que le poisson sorte, ça, là. Pour tendre la pêche, on attend la deuxième grande marée du mois d'avril. À ce moment, les glaces ne voyagent plus beaucoup sur le fleuve. De plus, c'est lors des grandes marées que l'eau atteint son plus haut comme son plus bas niveau. Beau temps, mauvais temps, des hommes habillés de vêtements imperméables et chauds se rassemblent sous la supervision du pêcheur. On cherche les vieux trous. On compte les pas. Ça prend 12 pas à partir du piquet du piquet de la porte. Aller au fond. Puis on s'entretient avec 12 pas en menant moins pour faire un rond. Celui de l'ouest, lui, qui est du côté que quand le courant vient pour rentrer le poisson, on le fait plus au vert pour que le poisson s'en vienne vers la pêche. Tandis que l'autre, on le fait farmer. L'île, on parle de ça farmer. Farmer, ça veut dire ça d'être plus près de l'île. Le principe, c'est de tendre nos piquets avec les branches qu'on met de l'île pour que le poisson s'en aille dans le port. Déjà, la pêche prend forme. Les piquets s'enfoncent de 3 pieds et la distance entre eux varie de 18 à 20 pouces. On installe le banc de pêche et le cognage commence. Sur ce banc de pêche haut de 11 pieds, des hommes à l'équilibre remarquable surveillent la mesure que leurs confrères leur présentent. Le pêcheur est fier de sa pêche
et tient à ce que les piquets soient tous à la même hauteur. Pour ce genre de travail, il est évident que les muscles doivent être en forme. Le vent et la pluie rendent le travail plus difficile, mais les hommes ne s'en préoccupent pas trop. Quand l'eau s'est assez retirée, on commence à déposer des branches de sapin, toutes dans le même sens, au bas des piquets. Le but de cette opération est d'empêcher que le courant dégarnisse le bas des piquets. Le sable finit par s'entasser sur les branches et le tout devient de plus en plus résistant. Après ça, on laisse. On met une branche, une fascine qu'on appelle, on en met une à tous les piquets, qu'on passe du premier piquet, là, on fait le tour, un peu le tour, puis on entre au milieu, par en arrière. Ça ne veut pas dire qu'on arrête tout le temps à la même place. Disons qu'on va arrêter, on peut chaîner 5-6 piquets là, pour finir une fois d'un endroit, puis 5-6 piquets à l'autre endroit, tu sais. Rang par rang. Toujours passer le coton. Le coton de la fascine en dedans, pas le coton en dehors. Parce que le coton de la fascine, disons qu'il y a un pouce et quart, puis là, finit par la branche, ça fait qu'on faut que ça y en tête à un moment donné. Si on commencerait puis qu'on ferait tout le tour, ben les queues seraient d'un pas. Tandis que c'est le coton, on commence tout par le coton, des deux bords. Le lacis dans le port, là, est plus haut que l'aile. Tu sais, on met ça plus haut dans le port parce que le poisson, ben, lui, il nage dans l'eau, puis quand il vient pris dans cette affaire-là, ben, il peut monter sur l'eau. Ça fait que l'aile, comment il fait bosser un peu, surtout pour le gros poisson, pour la lauge, ces affaires-là. Quand il est dans le port, puis qu'il se sent pris, ben, il vient sur l'eau. S'il est probable de passer d'une place, ben, il travaille de passer, il vient sur l'eau. Le port, c'était de la serrée, l'aile, c'était de la slack, parce que ça aurait renversé. Pour que le courant passe, puis le voiret passe au travers de ça. Les hommes qui cognent gardent une cadence régulière. La masse utilisée est de fabrication artisanale en bois franc et sa pesanteur est d'environ 7 à 8 livres. C'est attendu, c'est pas tout le monde qui était bon pour faire ça. Il y en a d'autres Il y en a d'autres qui tendaient des pêches, il n'y avait pas grand connu. Ils trouvaient d'aller chercher les connus ailleurs. Il y a des gars, c'est pas tout le monde qui ont facilité sur un banc d'auteur, d'aller fesser sur une tête de piquet, des fois qu'il y a 2 pouces. À pousser 3/4, 2 pouces. Ma pêche chez nous, en face, là, ça prenait 1400 queues de piquet. Puis des fascines, ça prenait des voyages de Wogan, on va dire de Wogan. Là. Ça prenait 2 voyages de Wogan, de fascines, quand tu tendais une pêche neuve, de Wogan à peu près 18-20 pieds. Ben, quand que c'était du monde qui était accoutumé, là, on faisait ça d'une semaine à peu près. Puis après ça, ben, les premiers jours de mai, là, arrivaient les premiers poissons. Donc, Caplan, hareng. Après, il y avait de la lauce, puis après ça, il y avait de la sardine en fonction des vents, le maquereau, qu'on ne voit plus. Puis pendant l'été, ben, une petite période, il y avait des fois des traînards qui avaient des saumons, mais qu'on laissait libre à pouvoir s'évader. Il ne ressort pas parce que le port est fait en cœur. Il fait le tour dedans, il fait le tour, puis il en prend le fond du port, puis l'autre bord, il fait le tour, puis il en prend le fond du port. C'est un pied, il n'y a plus de mieux qu'un pied. Et quand il arrive du long de l'île, l'ombrage, puis le piquet bronze, qui est le courant, mais là, il ne se colle pas, il a peur de passer. Puis si l'aile est bien placée, bien, il s'en va au port. La longueur de l'aile de pêche peut varier selon la batture et l'endroit. L'aile de pêche de M. Caron a une longueur d'environ 845 pieds et est située à une 50aine de pieds du rivage. Cette aile sert à orienter le poisson. Celui-ci, en descendant avec le courant, est dérangé par les piquets et cherche alors à fuir au large. C'est à ce moment-là qu'il entrera dans le port de pêche. C'est le principe de la nasse. Hein. Une nasse,
C'est un engin où il y a comme une espèce d'entonnoir qui pénètre, là. Donc, le poisson rentre dans l'entonnoir, parce que c'est logique de rentrer dans une espèce d'entonnoir, mais quand il est passé de l'autre côté, le courant va le maintenir sur les bords de la nasse et il n'y trouvera pas le trou pour ressortir. Et puis là, l'aile de pêche, il y avait la grande porte d'un côté, c'était du côté amont, et il y avait la petite porte du côté aval. Et le poisson rentrait généralement par la grande porte, ils arrivaient avec le bessin, donc ils suivaient l'aile de pêche. Et là, à l'intérieur du port de pêche, qu'on appelait le port de pêche, il se créait un courant quand la mer baissait. Ça faisait une espèce de courant circulaire qui tournait à l'intérieur de ce grand panier. Et les poissons, une fois rentrés, suivaient le rebord du panier et tournaient en rond à l'intérieur du... Moi, je les ai regardés combien de fois. Moi, je me rappelle, j'allais avec mon canot, puis je regardais voir s'il y avait de la plie. Je m'accrochais après le bord de la pêche à l'extérieur et je voyais les harengs tourner à l'intérieur, là, puis on les voyait bien. Comme il y avait le courant, le bessin faisait rentrer de l'eau par la grande porte, chaque fois que les harengs qui faisaient le tour du port de pêche arrivaient là, ils suivaient le courant. Et ils évitaient la porte automatiquement, donc ils pouvaient tourner en rond comme ça jusqu'à ce que la mer baisse. Et quand la mer était, quand il restait quoi, 1 mètre d'eau, là, ils arrivaient avec leur chaland à fond plat, puis des grands filets là, avec un cadre là, carré, et ils rabassaient, c'était costaud. J'ai travaillé, je me rappelle avec Gonzague, c'était dur à rabattre, et eux ils faisaient ça, puis ils avaient un tour de main extraordinaire. Et ils avaient ensuite une espèce de pelle avec un filet dedans, ils avaient fait une barbe. Et là, ils pelletaient le hareng et ils pouvaient remplir des chalands. Moi, j'ai vu des marais ici, là, où on était jusqu'aux genoux dans le hareng. Une fois la récolte faite, en plus de ça. Et quand ils avaient rempli leurs 3 ou 4 chalands, là, puis ils pouvaient, à un moment donné, ils ne pouvaient plus en prendre, là, parce qu'il fallait le traiter, ce hareng-là. Il fallait qu'il soit salé, il fallait qu'il soit fumé ensuite. Donc, ils ramassaient ce qu'ils pouvaient, là, et le reste restait dans la pêche. Et on marchait dans du hareng mort, là, je me rappelle, ils étaient obligés de faire des trous dans la pêche de temps en temps pour que la marée chasse les cadavres. Mais évidemment, tous ces cadavres de poissons, ça attirait les néréis, les vers de mer, là, ce qu'on appelle les sangsues, là. Et les plis venaient bouffer les sangsues, qui bouffaient les harengs morts. Alors c'était la grande fiesta, là. Donc je suis sûr que ces pêches avaient une influence, moi, marquée sur la faune la faune de la Battue. L'entrée du port de pêche correspond à la largeur du chaland que l'on utilise pour se rendre à la pêche. Le chaland à fond plat assure une bonne stabilité et convient parfaitement à l'échouage. La première mouvée de poissons à apparaître est le hareng, et c'est au moment des grandes marées qu'il entre le plus abondamment dans la pêche. Il n'y a pas d'heure pour soigner la pêche. À l'aube, les marées de poissons semblent toutefois les meilleures. Pour faciliter la prise du poisson, qu'on appelle seinage, on se rend au port lorsqu'il y a environ 5 à 6 pieds d'eau. On installe une raie qui gardera les poissons dans le raccro du Nordais et avec le cadre, on saigne le poisson. Pour transvider le poisson du chaland à la remorque, on utilise la salbarde. Ces instruments sont, bien sûr, tous de fabrication artisanale. Une fois le poisson seiné, il faut le trier, car dans une même marée, il peut y en avoir de tailles différentes. On appelle ce mélange la pécaille. Dans ce mélange, souvent, on retrouve le hareng, le roulis et la sardine. Le capelan, qui arrive un peu plus tard, est vendu frais. Il y en avait qu'on allait garder pour les ouvrir et les saler. Il y en avait un qui fendait, puis il y en avait d'autres qui vidaient. Puis pour le saler, on mettait du sel dans le ventre, un par un. C'était de l'ouvrage, ça. On n'avait pas de thermomètre, mais de dosage de sel précis. C'était une pomme de terre avec un clou. Un format de pomme de terre avec un clou. Et tu mettais une poche de sel, 2 poches de sel, 200 litres d'eau, tu brassais. Aussitôt que la patate montait à la surface, c'était le dosage, la saumure était bonne. Ben, on le salait, là. On le salait comme un matin. Le lendemain, on l'a embroqué.
Ça prenait 3 semaines avec, ça est bon. Fumé. Quand le hareng a 2 ou 3 semaines de fumaison, ben c'est celui que les gens adoraient parce qu'il était gras. Il était gras parce qu'il n'avait pas eu le temps de sel, il n'avait pas eu le temps de pénétrer. Ben, il avait pénétré dedans, mais il était encore. Il n'a pas eu le temps d'atteindre une certaine. D'avoir séché. Alors c'était celui que les gens adoraient de cuire sur des pommes de terre, tu sais. Le fumoir, couramment appelé boucanerie, peut contenir jusqu'à 5000 douzaines de harengs. C'est surtout, en général, c'est ma mère qui portait les feux le matin tôt. Au lever, elle portait les feux. Puis son thermomètre, son baromètre pour savoir si elle devait y aller, c'était la fumée qu'elle voyait sortir par les extrémités en haut. Puis on partait avec des tout petits feux de base, là, juste pour enlever l'humidité, simplement. Pas de fumée, rien. Juste pour assécher le poisson léger, juste enlever l'humidité. Si on partait avec des feux trop raides, trop agressifs, le poisson avait tendance à y tomber. Si tu partais avec des gros feux, tu rentrais dans la journée, la moitié du poisson était rendu au fond du fumoir. Le pendage du hareng sur les baratins exige du pêcheur des gestes plutôt acrobatiques. Une fois le hareng pendu, on allume des feux avec du bois de tremble que l'on recouvre de brindilles humides. Puis, il y avait toujours une provision de brindilles pour mettre sur les feux pour pas que ça flamme. Et l'on entretient ces petits feux pendant toute la journée. Il est certain qu'il faut toujours être vigilant, surtout les journées de vent. C'est visuel. Quand il a atteint son taux de fumage, à un moment donné, ça devient comme un peu sec, quoi. Et puis après, ben, c'est assez laborieux de l'entretenir simplement. Parce que si tu le fumes trop, ben, ça ressemble un peu à... Ou s'il est trop salé, surtout, ça ressemble un peu à du hareng qui n'est pas conforme à ce qu'on voulait, quoi. Au bout de 7 à 8 semaines dans la boucanerie, le hareng bien doré peut être enlevé des baguettes et pourra se conserver facilement pendant plusieurs mois. La plupart du temps, les gens préfèrent l'acheter en filet plutôt qu'entier. Il est vrai que ça prend une certaine expérience pour réussir à lever un beau filet. Là, il s'en faisait en filet, et puis il s'en attachait en paquet d'une douzaine. En filet, ça se vendait bien. Ben, les dernières années, j'ai 5 à 6 000 douzaines. Les 2 fumoirs, puis des fois, j'en mettais des autres fumoirs. Ouais. Quand ça venait vers l'automne, il y avait toujours des belles marées de harengs gras qui se prenaient dans les pêches. Il y avait des fois de la sardine grasse à travers ça. Ça, le monde, là, il watchait pour saler. Les grosses familles, des fois, 2 quarts de harengs salés, 2 barils d'écart, là, assez gros. Puis des fois, quand il y avait de la sardine grasse, ils s'en salaient aussi avec ça, 3 ou 4 tuyaux peut-être, là. Puis ça, il y avait leurs patates. Fait que, il y avait le viande. Dans le temps de Raymond, on vendait 75-80 cents. En les dernières années, là, on vendait 1 pièce. Mais les premières années, là, 5 cents la livre, 5 cents du point de la livre. Ouais. Puis je me rappelle, j'étais jeune. J'avais 13-14 ans. Ils vendaient ça 2 cents la douzaine. Ouais. Ils vendaient son marchand ici, là. Puis le printemps, ben, ça venait, le quai chez nous, là, ça venait pacté de gouelettes de l'île aux Coudes. Il y avait la petite rivière Saint-François. Et puis, c'était pacté de gouelettes qui attendaient après le poisson. Puis quand le poisson arrivait, ben, il chargeait les gouelettes, puis ça partait, il montait ça. Pour du poisson à patates. Il se met les patates avec ça, l'île aux Coudes. On a fait 100 corps un printemps. 100 corps, ça a été chauffé des vieux pays, puis ça,
on n'a pas été payé, on a tout perdu. On passait des nuits dans la table avec Bill à noirceur. Il n'y a pas d'électricité, c'était là. Dans la table, puis dans la pêche des moutons. Pour guider, ben, on commençait à pêcher au convent d'Auvry, c'était là. Auvry, mai, juin. T'avais 3 mois pour faire ça, mais moi, t'es pas beaucoup. Pour pas le shorter du bout d'en bas avec le tombeau, là. Puis nous autres, bon, on guibait. Tant qu'on était capable la nuit, pour pas le perdre, tant qu'on était capable de le jour. Quand on était trop fatigué, ben, on logeait. On était pas vieux, c'était là. On pêchait du hareng, puis de la lauce, des fois du turgeon, La sardine, de la sardine, des saumons. du saumon. Aujourd'hui, c'est défendu, il n'y a plus de pêche. La plie. Il y a des sortes que je n'ai pas le droit de dire. La lauce? La lauze, ah oui, une chance que tu me l'aies dit, la lauze, je l'avais oublié. L'esturgeon, il y avait beaucoup d'esturgeons. Puis ils prenaient ça aussi, disons, quand il y en avait beaucoup, là, pour engraisser la terre. Tu sais, c'était ça, vraiment un engrais, là, ils ne perdaient rien. Il n'y avait rien qui se perdait. Ils en mettaient fumé, le hareng, ils mettaient du hareng fumé. L'esturgeon, bien, c'est sûr que ça allait pour engraisser la terre, parce que dans le temps, c'est ce qu'ils ne connaissaient pas, tu sais, ils ne savaient pas comment ça pouvait être bon. Fumé, puis... Oh, mon Dieu, j'ai mangé de la plie, moi, pendant des années ici, parce que les gens de l'île ne la ramassaient pas. Généralement, ils ne la ramassaient pas, et moi, j'avais la permission d'aller dans les pêches, une fois qu'ils avaient récolté leurs poissons, et je ramassais des centaines de plies par été. J'ai mangé de la plie ici, là, pour me faire pousser des écailles, là. Et il y avait aussi du saumon de temps en temps, qui se prenaient dans les pêches. Alors les gens étaient discrets quand ils en prenaient un, parce qu'ils étaient censés le remettre à l'eau, mais il aurait fallu être vraiment angélique pour remettre un saumon à l'eau quand ils se prenaient dans la pêche à Fascine. Et il y avait du petit poulamon et de l'éperlan. Et du capelan. C'est vrai, il y avait le capelan qui se prenait à un moment donné. Il y avait de l'éperlan qu'on pêchait et qu'on pêche encore. Mais il y avait aussi du poulamon, la petite morue, le poisson des chenaux. Ils s'en prenaient, moi je me rappelle avec les enfants, on s'installait sur l'écran, puis on en prenait de la plie de temps en temps, puis du poulamon. Et là, maintenant, on peut pêcher des heures de temps. Jamais, jamais on prend une plie, jamais on prend un poulamon. De temps en temps, ok, là, avec les enfants, mes petits-enfants, on attrape des perlants, mais ça, le poisson, est-ce qu'il a diminué ou est-ce que le fait que les pêches ne soient plus là, ça a eu un effet sur la distribution du poisson? Parce que ça ne veut pas dire qu'il n'est plus là, qu'il a disparu. Là. Ça veut dire peut-être qu'il n'est plus attiré ou que les conditions, les obstacles que faisaient les pêches la maintenaient du poisson proche de la côte et que ça ne se fait plus. Oh, ça sent aller, là, un peu, là. Moi, je dis que le poisson, là, c'est la pollution qui